Du côté de nos assiettes, en cause le modèle d'agriculture intensive qui, après-guerre, nous a tout simplement permis de nous nourrir et de reconstruire l'Europe. Modèle remis en cause à l'heure du bio et de l'agriculture raisonnée. En tout cas, les grandes peurs sont de retour. Une campagne d'affichage vient de soulever un tollé en plein début du salon de l'agriculture. Et livres et documentaires font la une de l'actualité avec de vraies angoisses, car il faut bien manger et même nourrir nos enfants. Alors, entre pesticides et résidus toxiques, sommes-nous en danger? C'est notre second débat. Et pour ce faire, notre reporter, Perrine Bonnet, est allée à la cantine de France Télévisions ce matin même pour choisir un menu, tout ce qu'il y a de plus normal, mais on ne se doute pas toujours de ce qui se trame dans nos assiettes. Voici en tout cas un petit florilège de ce que Perrine a découvert, notamment dans les reportages de France 2. A tout de suite avec nos invités. Affamé et pressé. Bienvenue à l'heure du déjeuner. On aurait pu prendre des crudités, mais on choisit du jambon, une assiette de frites, une pomme et un soda light. Bref, rien de très excitant pour les papilles sur notre plateau, rien d'alarmant non plus. Sauf si tout d'un coup, on prend le temps de se remettre en mémoire ces alertes sanitaires qui hantent régulièrement nos écrans. Et si ces frites avaient été cuites à l'huile de palme? L'huile de palme demeure la seule huile solide à température ambiante quand toutes les autres, colza, maïs, soja et tournesol, sont liquides. C'est aujourd'hui la première huile consommée au monde. Certains nutritionnistes, comme le docteur Boris Ancel, s'en inquiètent. Car si l'on en consomme trop, elle peut être néfaste pour la santé. La consommation en graisses saturées est associée au risque de développer des maladies comme les maladies cardiovasculaires, certains cancers, notamment le cancer du sein, et certaines maladies neurologiques comme la maladie d'Alzheimer. Et dans notre jambon bien rose, pourrait-il y avoir des traces d'antibiotiques nécessaires à l'élevage des cochons? Les antibiotiques sont indispensables pour éviter les épidémies. Seulement, manger de la viande truffée d'antibiotiques, ce n'est pas anodin pour la santé. Lorsqu'on tombe malade et qu'on s'infecte avec ces mêmes bactéries, à ce moment-là, le traitement est totalement inefficace. Dans ce soda light, il y a des bulles et de l'aspartame. Et l'aspartame, on en a encore parlé il y a un mois. De nouvelles études viennent semer le doute sur la nocivité du sucre chimique le plus consommé au monde. Une étude danoise sur 60 000 femmes enceintes montre que boire une canette light de boisson gazeuse chaque jour augmenterait le risque d'accouchement prématuré de 27%. On aurait pu se consoler avec la pomme, mais au moment de croquer dedans, on pense aux pesticides. Une étude européenne montre qu'au moins un résidu de pesticides a été détecté dans 47% des végétaux analysés. Des traces qui se retrouvent dans nos assiettes, c'est bien ce qui inquiète les écologistes. Paranoïa ou danger réel? Isabelle Saporta a enquêté pendant 16 mois sur le système agroalimentaire français. Et pour elle, l'agriculture chimique, comme elle l'appelle, menace bien notre santé. Les gens de l'industrie agroalimentaire, comme les industriels des produits phytosanitaires, vous disent aucun risque n'est prouvé à court terme. C'est des enquêtes épidémiologiques hyper longues. Le cancer, c'est une maladie multifactorielle. Je ne suis pas médecin, mais c'est ce que disent tous les grands chercheurs. Donc c'est sûr que c'est facile de dire il n'y a pas de preuves directes pour tout de suite. Mais bien sûr, les preuves commencent à s'accumuler. Des preuves et des études de plus en plus nombreuses, mais souvent contradictoires. Ce midi, on a quitté la cantine rassasié, mais pas tellement rassuré. Reportage de Perrine Bonnet. Et voici les invités de ce deuxième débat de mots croisés, toujours en direct. Tout d'abord, Bruno Le Maire. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et depuis peu chargé d'élaborer le projet présidentiel de l'UMP pour 2012. José Bové, député européen Europe Écologie Les Verts, cofondateur de la Confédération paysanne. Les Français ont notamment suivi vos combats contre la malbouffe et les OGM. Marie-Monique Robin est journaliste. Vous sortez dans quelques jours un livre et un documentaire intitulé Notre poison quotidien ou comment l'industrie chimique empoisonne notre assiette. Et enfin, René Buisson, qui est président de l'Association nationale des industries alimentaires. C'est le lobby de l'agroalimentaire, c'est-à-dire les fabricants de jambon, sous vide, de soda, de conserve, bref, de tous les aliments transformés qui occupent une place très importante dans notre pays. Marie-Monique Robin, quand je remplis mon caddie au supermarché ou mon plateau à la cantine, qu'on vient de voir, est-ce que je vis dangereusement? Alors, vous répondre 1 minute 30, c'est difficile. Moi, je pense aujourd'hui, après avoir travaillé 2 ans, que effectivement, on court des risques importants pour la santé, et notamment, et particulièrement les femmes enceintes et les enfants. Mais vous n'allez pas tomber raide mort. C'est-à-dire que on est en présence d'une multitude de produits chimiques.
Alors on dit qu'il y en a 100 000, enfin bon, bref. En tout cas, beaucoup de produits chimiques dont un grand nombre sont en contact avec notre chaîne alimentaire. Et beaucoup d'études scientifiques montrent que le problème, ce sont les faibles doses. Contrairement à ce qu'on pensait jusqu'à une date encore assez récente, on craignait l'intoxication aiguë, vous voyez. Et c'est vrai, on peut prendre un produit à forte dose et tomber malade. On pourrait dire le goutte à goutte des produits chimiques ou des pesticides dans notre alimentation. Oui. Et vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous vous dites. dites. Mais c'est pas des bonnes nouvelles, je suis d'accord, mais en même temps, moi je dis toujours que savoir, c'est pouvoir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris, qu'on a la clé, pour arrêter cette épidémie, moi je reprends les mots de l'OMS, je suis allée à Genève, à l'Organisation mondiale de la santé, ils parlent d'épidémie de cancer, c'est pas moi, l'explosion des cancers est énorme, enfin depuis les 30 dernières années, c'est plus 30-40% après avoir déduit le facteur vieillissement de la population, etc., etc. 1% à 3% par an pour les enfants. Je ne parle pas du diabète, de l'obésité dont on sait aujourd'hui qu'il y a des molécules qu'on appelle obésogènes, c'est-à-dire que ce sont des hormones de synthèse qui vont induire l'obésité une fois que le bébé, le fœtus est imprégné par la maman. Donc c'est une réalité. On peut toujours se boucher les yeux, dire non, il n'y a pas plus de cancer qu'avant, ce n'est pas vrai, c'est tout. Et voilà. Bruno Le Maire, alors Marie-Monique Robin parle de notre poison quotidien, c'est comme une expression extrêmement grave. Vous êtes ministre aussi, je l'ai rappelé, de l'alimentation. Est-ce que vous pouvez, nous assurer que nous ne courons aucun risque avec ce qu'on trouve en supermarché ou dans les cantines scolaires? Parce qu'en ce moment, il y a une campagne très importante. Ce que je peux vous assurer, c'est que la sécurité sanitaire, c'est évidemment une priorité absolue du ministre de l'Alimentation. Et que toutes les décisions que je prends d'autorisation d'aliments, de contrôle, puisqu'il y a énormément de contrôle tout au long de la chaîne alimentaire française, voire de fermeture d'établissements. Je ferme 1500 établissements chaque année, soit d'industrie agroalimentaire, soit de restauration, parce qu'ils ne respectent pas les normes. Tout cela obéit à des règles strictes, et la sécurité alimentaire est ma priorité absolue. Deuxième chose. Je vous fais remarquer que ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est très bien. Des problèmes. Alors, on va dire le ministère veille, on ferme, mais enfin 1500 fermetures annuelles. Bien entendu qu'il y a des problèmes. S'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas besoin de contrôle, il n'y aurait pas besoin de réglementation. Deuxième chose sur laquelle je tiens à insister, il ne faut pas jouer non plus avec les peurs des Français. Il ne faut pas non plus noircir le tableau. Je pense qu'on a fait pendant des années un certain nombre d'erreurs qui sont dues au modèle agricole qu'on a choisi et qu'on a demandé aux paysans. Et c'est pour ça que j'accepte difficilement qu'on mette en cause les paysans. On a dit aux paysans au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, produisez le plus possible, utilisez tous les engrais, tous les pesticides, ça ne pose pas de problème. L'important, c'est que vous produisiez de la quantité pour nourrir la population. Ils ont répondu aux attentes et ils l'ont fait. Maintenant, on s'est aperçu que ce modèle allait droit dans le mur et que le modèle de l'agriculture intensive allait droit dans le mur. On est en train d'accompagner un changement radical dans l'agriculture française. On va essayer d'employer moins de phytosanitaires, moins de pesticides. Je suis en train de mettre en place un dispositif pour qu'on emploie justement moins d'antibiotiques dans les élevages parce qu'on en emploie encore trop. Mais il faut accompagner ce mouvement, ne pas jouer avec les peurs des Français en leur faisant croire que leur alimentation est dangereuse, alors que les résultats, notamment en termes d'intoxication alimentaire, montrent que nous sommes le pays où il y a le moins d'intoxication alimentaire au monde, et essayer toujours d'améliorer les choses. Je dis pas qu'on est au bout du mouvement. Est-ce que vous dites qu'il y a un dossier dont je suis conscient, parce qu'évidemment on ne va pas jeter le bébé, l'eau du bain, etc. Vous avez raison de rappeler que les agriculteurs ont occupé une place prépondérante, on pourrait même dire dans la reconstruction de ce pays, et probablement dans la reconstruction de l'Europe. Donc on leur fait souvent des procès aujourd'hui qui sont très rudes, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas être lucide. Mais ma question c'est, est-ce qu'il y a aujourd'hui des raisons de s'inquiéter, ou est-ce que vous estimez que nous sommes des marchands de peur quand on aborde ces questions, et vous savez qu'il y a de plus en plus de Français qui se posent effectivement ces questions. Est-ce que vous leur diriez, vous avez tort, vous avez raison? Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. En revanche, il y a des marges de progrès. Il y a des marges d'amélioration considérables dans l'agriculture. Je vous donne l'exemple de l'élevage de cochons, parce que j'ai vu qu'il était souvent pris en exemple et malheureusement souvent stigmatisé. On a utilisé beaucoup trop d'antibiotiques dans la production de cochons. Et le problème n'est pas que les antibiotiques ensuite sont ingérés par le consommateur. Le problème est qu'ensuite on crée des bactéries dans la nature extraordinairement résistantes qu'on retrouve partout et qui constituent une menace pour les humains. Donc j'ai souhaité, à partir de début 2011, du début de cette année, que l'on retire un certain nombre d'antibiotiques dans les élevages de cochons. J'ai souhaité également qu'on mette aux normes toutes les installations porcines françaises, comme c'est le cas dans le reste de l'Europe, pour éviter justement un certain nombre de problèmes sanitaires. Donc il faut accompagner ce mouvement. Je voudrais juste insister sur un dernier point. À force de stigmatiser les agriculteurs et l'agriculture française,
À force de vouloir rajouter systématiquement des règles nationales sans le faire dans un contexte européen, qu'est-ce qui va se passer? On va faire disparaître nos exploitants qui font tous les efforts pour respecter le plus possible l'environnement, essayer de réduire les phytosanitaires, qui ont fait des efforts considérables. Et comme il faut bien se nourrir, vous et moi tous autour de cette table, eh bien on importera massivement des produits venus de l'étranger sur lesquels, alors là, je peux vous garantir, vous n'aurez pas de contrôle sanitaire. Alors, José Bové, s'il fallait résumer, on pourrait dire, est-ce que c'était mieux avant? Et je dirais avant que l'alimentation ne s'industrialise à quasiment 100%. Là, on est un peu dans le fantasme, parce que si on demande à quelqu'un de nous donner quel était le bon goût de l'ancien temps, personne ne sait le donner. Et effectivement, si on mange certains produits... Mon réponse, c'était la nourriture de ma maman. Oui, oui, c'est ça. Et donc, on est dans le rêve. Donc, effectivement, dans le rêve, c'est toujours bien. Et d'ailleurs, l'industrie agroalimentaire, c'est très bien se servir du rêve pour vanter les mérites de l'ancien temps. Donc, de ce côté-là, je leur fais confiance. C'est eux qui connaissent le mieux le goût de l'ancien temps. Mais aujourd'hui, la vraie réalité, elle n'est pas là. Hein, la vraie réalité, c'est le problème qu'on a du mode de production qui induit effectivement des risques. Alors c'est vrai que le problème, ce ne sont pas des fortes doses, c'est l'accumulation de doses, différents pesticides mis bout à bout, côte à côte, plus ensuite des additifs mis bout à bout, qui font un cocktail, qui fait qu'il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres, et que si on prend une cohorte de personnes, eh bien il y aura des gens qui vont tomber malades, et d'autres pas, et on va se dire, mais s'il n'y en a que quelques-uns, c'est pas grave, oui. C'est encore. Donc ça, c'est à mon avis un problème très important. Mais ce qui est aussi, ce qu'il faut là dénoncer, et je suis très content d'entendre Monsieur le maire nous dire ce soir, je vais prendre des mesures très concrètes par rapport à l'utilisation des antibiotiques dans les élevages de porcs. Normalement, depuis 2006, on devrait avoir interdit au niveau européen l'utilisation des antibiotiques. Or, on voit bien, et je le sais, hein, et le fait qu'il l'annonce montre bien qu'il y a une vraie réticence, que l'agroalimentaire, les fabricants d'aliments continuent, et pas simplement dans les porcs. On peut parler aussi des volailles qui sont engraissées parce que c'est pas simplement pour guérir, c'est le problème. C'est que là, on a typiquement un produit qui n'est pas un médicament, qui est un activateur de croissance. C'est-à-dire qu'on rajoute des antibiotiques pour faire grossir les animaux plus vite. Et là, c'est un vrai scandale. Alors, on s'est battu à l'époque contre les hormones. Là, vous dites qu'en plus, on détourne les antibiotiques de leur fonction initiale. On détourne, et alors je peux même vous expliquer comment on fait, parce que même si Monsieur le maire est très sérieux, et je pense qu'il va l'être, si je suis marchand d'aliments, je vais livrer une partie de l'aliment médicament. Parce qu'on va dire, voilà, il y a X tonnes de médicaments pour tel élevage. Eh bien, je le livre d'un coup. Je mets l'aliment normal par-dessus. Comme c'est un silo avec une vis sans fin, eh bien, les deux aliments se mélangent et on donne comme ça des antibiotiques pendant toute la durée de vie de l'animal. Ça, c'est typiquement le genre de problème qu'on a avec l'agroalimentaire. Et après, on passera au stade suivant avec l'agroalimentaire. Alors moi on va reprendre les dossiers un par un. Déjà j'ai une question très simple à vous poser, Jean-René Buisson. Pourquoi y a-t-il autant de produits chimiques dans notre assiette ? Eh bien, il y a des produits chimiques parce que un certain nombre de produits ne peuvent pas être produits autrement. Si aujourd'hui on produisait, comme le souhaitent un certain nombre de personnes, des produits sans produits chimiques, sans aucune protection, d'abord on produirait 40% de moins que ce qu'on produit aujourd'hui, donc on aurait des problèmes d'alimentation pour l'ensemble de la population et il faudrait payer ces produits 50% plus cher. Et par ailleurs, on aurait des risques importants pour la santé, car il n'y aurait pas un certain nombre de protections qui ont été apportées. Ce que je voudrais dire, en priorité, il faut rester sur des choses factuelles. Vous nous dites que nous rêvons, alors j'espère qu'on rêve un peu. D'une certaine façon, vous nous renvoyez un peu la faute. C'est-à-dire que vous dites, vous êtes bien gentils, vous les consommateurs, mais en gros, vous avez envie d'avoir des pommes comme si... Effectivement, de plus en plus, on attend des pommes calibrées qui correspondent à un certain état, mais aujourd'hui, restons objectifs sur la population. Si je vous demande une pomme calibrée, etc., et que je m'intoxique petit à petit, il est de votre responsabilité à un moment de me dire, écoutez, monsieur Calvi, c'est pas très raisonnable. L'intoxication. On va faire un petit régime. Aujourd'hui, moi, j'essaye de travailler que sur des faits. Le premier élément, c'est que l'espérance de vie en France augmente de 3 mois chaque année depuis 40 ans. Alors on va nous dire, mais bien sûr, on va sentir les effets que plus tard, etc. C'est quand même une réalité aujourd'hui. Et si on avait produit que des aliments qui n'étaient pas corrects pour la santé, je pense qu'on aurait d'autres soucis. Si vous regardez aujourd'hui quelqu'un qui a été élevé avec les produits préconisés par Monsieur Bové et qui avait 60 ans il y a quelques années, il n'était pas dans le même état que les gens qui ont 60 ans aujourd'hui. Donc il y a le progrès de la médecine, il y a beaucoup de choses. C'est pas vrai, mais il y a quand même on va vous laisser dire ça. Élément objectif.
beaucoup d'éléments objectifs qui vont dans ce sens. Par ailleurs, nous produisons des centaines de millions de produits chaque mois. Effectivement, l'état sanitaire des produits français sont d'excellente qualité. Nous n'avons pas de crise sanitaire en France. Donc voilà, je dis, est-ce qu'on peut aujourd'hui se passer de produits... On ne vous demande pas s'ils sont propres. J'allais dire, c'est quand même le minimum. On vous demande tout simplement s'ils sont bons pour notre santé ou s'ils peuvent être améliorés. Répondez sur les cocktails. Je réponds bien sûr. Alors, je réponds sur les cocktails et sur les produits eux-mêmes. Aujourd'hui, comment sont jugés nos produits? Nous avons des organismes... Alors, je rappelle que les cocktails, c'est notamment ce qu'on fait dans le silo, c'est ce que vous nous avez décrit tout à l'heure. C'est surtout tous les pesticides qu'on... Et les pesticides conjoints, à faible dose. Alors, tous les résidus... sur le cocktail sans expliquer un tout petit peu l'origine du système. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des organismes de contrôle qui fixent des doses autorisées. Je sais que vous discutez la notion de dose autorisée, mais qui fixe des doses autorisées que nous respectons. Nous avons des organismes de contrôle qui sont européens, des organismes de contrôle qui sont nationaux. Nous respectons les doses qui nous sont fixées. Donc les cocktails, c'est l'accumulation de toutes les doses autorisées. La notion de cocktail, c'est effectivement l'accumulation de ces produits autorisés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous devons développer les études sur la notion de cocktail, car les doses journalières autorisées reposent aujourd'hui sur une succession de produits les uns à côté des autres, et qu'il n'y a pas d'études transversales qui sont faites sur ce sujet-là. C'est aujourd'hui ce que nous avons demandé aux organismes de contrôle comme l'ANSES. On va essayer de prendre des exemples très concrets, et pour ça, je voudrais vous montrer un extrait du documentaire d'Isabelle Saporta qui a été diffusé mercredi dernier sur France 3. Il était intitulé « Manger peut-il nuire à la santé ?» Donc on est au cœur des préoccupations de cette émission. Et cette scène se passe dans la plus grande ferme aquacole du monde, dans un fjord en Norvège. C'est parti. Bon, alors j'ai un petit problème technique, on va récupérer cet extrait dans quelques instants. D'une façon générale, quant à ce que vient de nous dire à l'instant même Jean-René Buisson, est-ce que vous êtes en désaccord? Et je veux dire, on est dans les normes. Oui. La question, c'est la remise en cause des normes aujourd'hui. Oui. Je suis d'accord, mais c'est le problème. Quand vous dites que vous les appliquez, je suis d'accord avec vous. Si vous me permettez, je voulais dire simplement un mot par rapport à ce que dit Monsieur le Ministre. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il ne faut pas accuser les agriculteurs. Je vais répondre à votre question. Je suis moi-même fille d'agriculteur. Ils sont les premières victimes, et vous verrez dans mon film, il y en a 30 qui ont un cancer, reconnu par la Mutualité sociale agricole comme une maladie professionnelle. Et j'espère que vous allez vous préparer à recevoir toutes les plaintes qui vont arriver dans les années qui vont venir, parce que ça ne fait que commencer. C'était une parenthèse. Donc ça, c'est la santé des agriculteurs. On verra probablement la bande-annonce tout à l'heure si j'ai le temps, mais voilà. Je vous répondrai là-dessus. Oui, parce que les agriculteurs sont en première ligne, ils reçoivent des fortes doses parce que par leur métier. Le problème, c'est nous, les petites doses qu'on a, et je vais arriver aux normes, sur les fruits et légumes, est-ce qu'elles peuvent poser un problème pour la santé? Moi, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Et je me suis intéressée à la DGA, alors pas la dotation jeune agriculteur, mais la dose journalière acceptable. Ça, c'est un concept, personne n'avait mis son nez là-dedans parce que tout le monde l'utilise, et vous êtes tout à fait, je suis persuadé que vous pensez réellement que ça sert à quelque chose, et moi je démontre que ça ne sert à rien, et je remonte à l'histoire. Vous ne démontrez pas, vous dites. Ah non, je démontre, parce que vous verrez, vous n'avez pas vu le film. Je le démontre, et j'ai fait un livre qui rentre en détail, je suis remonté à l'histoire de cette DGA. C'est un Français qui est à l'origine de ça, c'est René Truot. On va y revenir. Mais la question, c'était quand même, voilà. Oui, mais le problème, c'est ça. Est-ce que nos normes sont dépassées? Non, mais les normes ne servent à rien, c'est ça que je suis en train de vous dire. Parce qu'elles ne reposent sur aucune donnée scientifique à l'origine, c'est un artefact politique qui a été, c'est-à-dire qu'on a à un moment décidé, René Truot est l'un des toxicologues qui est à l'origine de cette DGA, j'ai retrouvé les textes qu'il a fait, les archives, etc. À un moment, effectivement, comme vous disiez, Monsieur le Ministre, on s'est dit, après la Seconde Guerre mondiale, au nom du progrès général, on va mettre des pesticides dans les champs parce qu'on va produire, et mon père a participé à ça, on va produire plus, n'est-ce pas? On a mis des additifs, des produits chimiques dans la chaîne alimentaire parce qu'on a dit, on va produire davantage, etc., etc. Bon. Ça a et il y a marché. des gens qui se sont dit, oui, en termes de... Très bien marché. En termes de quantité de production, ça a marché. On peut parler... en tout cas, on s'est dit, effectivement, à la fin des années 50, et René Truot le dit clairement, tous ces produits sont des poisons, carrément, il le dit, des poisons. Il faut trouver une dose journalière acceptable de poison, c'est-à-dire, on est parti sur un principe qui est la dose fait le poison, d'après un Italien qui s'appelle Paracels, qui a inventé ça au XVIe siècle, bon, et on va essayer de trouver, selon ce principe, une dose de poison, donc, parce que sinon il n'y a pas de DGA, s'il n'y a pas de poison, il n'y a pas de DGA. Acceptable. Alors, acceptable, sur quoi ça va être basé? Et c'est ça, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Alors, c'est basé sur des études faites par les industriels. Alors, vous verrez dans quelles conditions, parce que ça c'est un énorme problème. Les données ne sont pas accessibles, enfin, etc. Sont couvertes par le secret commercial. Pour les pesticides, c'est terrible. On n'a pas de données accessibles, à part les agences qui ne les donnent pas. Nos amis industriels, on va les retrouver, parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le saumon vient enfin d'arriver dans les cuisines de l'émission. Et donc, on retrouve mon extrait et on recommande tout ça.
Vous pouvez à peu près obtenir la couleur que vous voulez. Avant, on utilisait des colorants naturels à base de crustacés et de crevettes. Aujourd'hui, on utilise des substances chimiques, mais c'est exactement la même molécule. C'est le nuancier qu'on utilise. Quand le poisson est petit, il a cette couleur à peu près. Quand il grandit et atteint 2 kilos, il a cette couleur-là. Et quand il sera prêt à être récolté, il sera comme ça. Et les Japonais, ils aiment quoi? Peut-être celle-là, je ne sais pas. Et les Français? Ils sont à peu près par là. Oui, le 27. Voilà, c'est un extrait du documentaire diffusé sur France 3. Mercredi dernier, on choisit donc la couleur de son saumon comme celle de sa voiture. Est-ce qu'il faut aller aussi loin, Jean-René Buisson? Vous savez, nous, on donne les produits que nous demandent les consommateurs et on fait en sorte de donner des produits qui soient sains et qui correspondent aux normes qu'on nous fixe. Donc on est assez basique, nous, des industriels de l'agroalimentaire. Donc, vous comprenez que ça choque, cet extrait? Ça peut choquer, parce qu'il est un peu caricatural dans sa présentation, et ça peut choquer. Mais la couleur du saumon... Pardonnez-moi, il n'est pas caricatural dans sa présentation. On est allé voir des fermes voilà, c'est la réalité. Et on vous dit, alors qu'est-ce que vous voulez comme couleur? Hop, vous faites ce que vous voulez. Mais est-ce que le saumon plus foncé est dangereux pour la santé? Est-ce que le saumon plus clair est dangereux pour la santé? La question est là. Alors, est-ce que le saumon plus foncé est plus vendeur que l'autre ou pas? Qui teste le produit chimique? Qui le teste? Qui le teste? Qui teste? Et qui évalue le risque? Qui gère le risque? Ce sont les agences que vous discutez. Mais ça veut dire que vous êtes seul face à 20 000 experts internationaux, français, européens, et que vous considérez qu'ils disent que des bêtises, et que les agences, aussi bien internationales qu'européennes que françaises, n'ont pas de valeur scientifique, puisque vous contestez leur méthode de vérification. C'est quand même... Je suis pas la seule, hein. Il y a beaucoup de scientifiques qui la contestent et c'est en train de changer. On vient de vivre la crise du Mediator qui crée des bouleversements énormément dans notre agence du médicament. Non mais attendez, donc c'est normal qu'on associe. Après vous allez me dire ça n'a rien à voir ou peut-être que ça a à voir. Donc on doit s'interroger en effet sur qui évalue quoi à quel moment. On est d'accord, sauf que on a assez dit que les agences du médicament étaient financées par les gens du médicament, les agences alimentaires ne sont pas financées par les industriels. Donc c'est un élément significativement important. Ce sont des agences publiques qui ne sont pas financées par les industriels. Donc, et vous dites dans plusieurs de vos déclarations que les experts de ces agences-là sont liés aux industriels. C'est absolument faux. Il y a des déclarations d'intérêt qui sont faites obligatoirement. Oui. Et quand un expert travaille pour un industriel, il n'a pas le droit. Alors je vais vous donner un exemple. Il n'a pas le droit. Donnez-moi l'exemple. Quand je suis allée à l'autorité européenne de la sécurité sanitaire, des alimentaires, en Italie, j'ai notamment dans mon prochain reportage, prochain film, l'exemple de l'aspartame, qui est hautement controversé. Et ça, si vous verrez l'histoire, vous ne pouvez pas la défendre, hein, parce qu'elle est basée sur des études scientifiques totalement bidons. La propre FDA l'a reconnue dans les années 70. Food and Drug Administration, qui est l'autorisation... qui est l'agence chargée de la sécurité des aliments et des médicaments. Aux États-Unis. Et il n'aurait jamais été mis sur le marché si M. Rumsfeld n'était pas arrivé à la Maison-Blanche. Il avait donc passé sur l'interdiction de la FDA. J'ai tous les documents, monsieur, vous ne pouvez pas le nier. J'ai encore rien dit. Non, donc voilà. C'est absolument vrai. Et on est resté avec cette DGA. Excusez-moi, parce que j'ai pas terminé l'histoire de la DGA. L'histoire de la DGA, le problème, c'est qu'on pense sincèrement, et je pense qu'il y a un certain nombre d'experts le pensent, que la dose fait le poison. Sauf qu'on sait depuis un certain nombre d'années, notamment avec le problème des hormones de synthèse, qui sont partout, qui sont dans les additifs alimentaires, qui sont dans les pesticides, que la dose ne fait pas forcément le poison. C'est pas le problème, c'est plutôt le moment de l'exposition et que des très faibles doses vont s'accumuler, le fameux cocktail effect dont aucune agence ne tient compte aujourd'hui, même s'il y a des initiatives qui vont dans ce sens. Et c'est ça le problème. Nous sommes déphasés par notre capacité à juger de la nocivité d'un certain nombre de produits. Oui. Et surtout, non pas uniquement sur la dose, mais sur l'exposition et l'accumulation. Je vous ai bien compris ? Oui. Oui, je vous redonne la parole tout de suite. Je voudrais juste faire réagir le ministre quand même. Il y a une étude parrainée par le réseau Environnement Santé qui a été publiée le 1er décembre qui explique qu'un enfant de 10 ans est exposé aujourd'hui par son alimentation à 128 résidus chimiques. Vous n'en êtes pas responsable, mais quand on vous dit ça, qu'est-ce que vous comptez faire ou est-ce que vous pensez que ça doit être pris en charge par votre ministère ? Évidemment, progresser une fois encore dans la sécurité sanitaire. Simplement, je voudrais un peu rassurer les Français, parce que si on écoute madame, moi je vais me mettre au pain sec et à l'eau, et encore le pain sec je m'en méfierais, et l'eau je la boirais avec précaution. Ça dépend du blé, il faut donc, du blé bio avec de blé bio. Je pense quand même, revenons un peu à des données raisonnables. Nous sommes le pays où on a la durée de vie la plus longue au monde avec le Japon. Mais elle baisse, elle commence à baisser. C'est quand même la preuve que notre dispositif
dispositif sanitaire n'est pas si mauvais que ça. Nous avons le nombre d'intoxications alimentaires par habitant le plus faible au monde. Pour donner des chiffres qui sont, une fois encore, jamais satisfaisants, il y a 3 à 5 décès en France, il y a des intoxications alimentaires. C'est 3 à 5 de trop, je le reconnais bien volontiers. Il y en a 3000 par an aux États-Unis. Rapporté à la population, ça en fait 200 fois plus. Nous avons le système de normes le plus strict au monde en matière de contrôle sanitaire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter tout progrès et se dire que c'est satisfaisant? Certainement pas. La question des cocktails qui est posée par Madame et par Jean-René Buisson, bien entendu qu'il faut se poser cette question. Le fait de savoir s'il peut y avoir un conflit d'intérêts dans les agences de sécurité sanitaire. Oui. Moi, je suis tout à fait prêt, dans le cadre de la loi qui va être présentée au Parlement sur les conflits d'intérêts, à ce qu'on renforce encore le dispositif pour nous assurer que tous les scientifiques, effectivement, il n'y a pas de conflit d'intérêts dans le cadre des agences. Ça ne me pose aucun problème parce que je pense qu'il faut progresser. Et vous avez un avis sur la question ? Oui, je pense qu'on peut toujours progresser et qu'on peut, en matière de conflit d'intérêts, essayer d'avoir plus de neutralité encore. Troisième élément, sur les résidus de pesticides. Je voudrais simplement qu'on regarde le chemin qui a été parcouru par les agriculteurs, notamment, je le reconnais bien volontiers, sous l'impulsion de gens comme José Bové, qui est vice-président de la commission Agri du Parlement européen, qui nous a poussé un peu dans nos retranchements sur certains dossiers et qui nous a obligés à évoluer, je le reconnais bien volontiers, dans le bon sens. Il y avait 1000 substances chimiques autorisées en Europe en 2000 pour cultiver différents produits agricoles. Il n'y en a plus que 250. On en a retiré 750 en l'espace de 10 ans. On a mis en place un plan Ecophyto 2018, depuis 2 ans, pour réduire de 50% l'utilisation des pesticides dans l'agriculture française. C'est un progrès qui est considérable. Est-ce qu'on peut encore faire mieux? Je dis oui, il faut continuer à avancer. Il y a 2 chemins sur lesquels on peut avancer. Le premier, c'est celui de la formation des agriculteurs. Et ça, je vous rejoins tout à fait. Les agriculteurs sont les premiers exposés. Qu'est-ce que vous allez leur dire dans les écoles, et elles peuvent être parfois de très haut niveau, qu'il y a aujourd'hui d'agriculture dans notre pays, ce que vos parents et vos grands-parents ont fait avant que vous repreniez leurs exploitations, hop, on jette tout, c'est trop dangereux, c'est pas possible. C'est à ça qu'il faut faire attention. Il faut former les agriculteurs, faire attention à l'exposition aux risques, et réduire effectivement l'utilisation des pesticides. C'est le plan Ecophyto 2018 qui était voulu par le président de la République, par le gouvernement, réduction de 50% des pesticides jusqu'à 2018. Par ailleurs, je pense qu'il faut effectivement réfléchir à la question des cocktails, se pencher dessus de manière beaucoup plus attentive. J'attire simplement l'attention, là aussi, pour remettre un peu de raison et de sérénité dans le débat sur 2 points. Le premier, ne faisons pas croire aux Français qu'on pourra cultiver des pommes, des poires ou des fruits sans aucun pesticide. Ça a toujours existé et ça continuera à exister parce que sinon vous ne produirez pas suffisamment de produits et puis vous aurez des vers, vous aurez d'autres risques d'intoxication alimentaire liés à l'absence d'utilisation de pesticides. Deuxième remarque, j'insiste là-dessus parce qu'elle est vitale à mes yeux. Le risque majeur pour nous, c'est d'affaiblir l'agriculture française, de faire baisser la production française et de nous retrouver en situation de dépendance alimentaire vis-à-vis de pays qui, eux, ne respectent absolument pas les mêmes normes sanitaires ou environnementales. Il vient de nous dire, le ministre, il en faudra toujours un peu. Donc moi je vous pose la question à l'envers, c'est est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut produire totalement sans pesticides ou est-ce qu'il faut plutôt réfléchir à ce qu'on appellera une agriculture raisonnée? Et est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une menace de facto des marchés étrangers concernant notre agriculture avec des produits voilà, parce que nous-mêmes les consommateurs, on est ambigus. On passe notre temps à demander des normes et à dire, à vouloir des choses, mais on veut aussi tout le temps que les produits, le prix des produits baisse, et c'est normal parce que les premiers à être impactés dans notre pays par le panier de la ménagère, ce sont les gens qui gagnent peu d'argent. Donc on est dans cette ambiguïté-là aussi. Alors, produire sans pesticides. Je vais répondre à plusieurs points. Premier point, est-ce qu'on peut nourrir les gens aujourd'hui sans pesticides? Si on regarde l'ensemble de l'alimentation de la planète, c'est à ce que mange la majorité des habitants de la planète. Je dis très clairement aujourd'hui, la majorité des habitants de la planète aujourd'hui mangent sans pesticides. Parce qu'effectivement, plus de 50% de la population aujourd'hui vit en milieu rural. C'est vrai que les villes grandissent, mais effectivement, tout ce qui est agriculture paysanne et agriculture vivrière est évidemment sans pesticides. Donc on peut dire aujourd'hui que globalement, la question de la faim dans le monde, c'est pas une question d'un modèle comme le nôtre, qui permettrait de nourrir plus, mais c'est de permettre aux gens là où ils sont de pouvoir continuer à s'alimenter et à améliorer leurs conditions sur les marchés pour pas qu'ils soient victimes de dumping, qui sont les règles économiques. Produire davantage, José, on est bien d'accord. Permettre à ces pays de produire davantage. Permettre à ces paysans de produire davantage, de garder leurs propres semences et de pouvoir avoir leur propre modèle de production. Là, je crois que là-dessus, ça c'est le premier point.
Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est vrai qu'on est en train de diminuer. Mais on a un problème malgré tout avec la question des agences. Je reviens sur ce deuxième point parce que je crois que c'est important. La question de l'indépendance. On a fait la police, c'est vrai que l'histoire du médiateur est exemplaire sur les médicaments. On a eu le même problème au niveau européen avec l'EFSA. L'EFSA qui est en français l'AESA, Agence Européenne Sanitaire des Aliments. La présidente de l'AESA, Madame Banati, qui a été nommée il y a quelques mois. Madame Banati est présidente de cet organisme. Je regarde sa feuille conflit d'intérêts. Je vois, elle est membre d'une organisation. Je me dis, tiens, une organisation comme ça, une association. ILSI, ça s'appelle. Vous connaissez certainement, hein, je pense, l'ILSI. L'ILSI, je vais voir l'ILSI, je vais voir sur le site. Je me rends compte que cette Madame Banati n'est pas simplement membre, elle est dans le bureau de direction européen. L'ILSI représente les plus grandes entreprises multinationales de l'agroalimentaire. On retrouve Monsanto, on retrouve Nestlé, on retrouve Coca-Cola, etc., etc., etc. Donc on se retrouve aujourd'hui avec la présidente de l'EFSA qui était en même temps dans le bureau de direction du plus grand rassemblement des multinationales de l'agroalimentaire. Alors, quand je l'ai dénoncé, puisque je l'ai dénoncé, eh bien, j'ai dit, c'est pas normal. Comment se fait-il que c'est pas indiqué qu'elle est directrice de cet organisme? Eh bien, ils ont modifié dans la nuit l'organigramme, et on a vu apparaître qu'elle était directrice. Donc, depuis, elle a été obligée de démissionner de ses fonctions dans cet organisme. Ça prouve que ça fonctionne. Non, mais ça prouve simplement que si je l'avais pas trouvé, si je l'avais pas dénoncé, les choses n'auraient pas bougé. Et on a ce problème. Alors moi, j'en ai discuté avec la directrice, parce que j'aime pas rester comme ça au milieu du guet, uniquement dénoncer. Donc, aujourd'hui, où on en est dans le débat. Le ministre nous a dit qu'il pensait qu'il fallait là-dessus aussi évoluer. Mais c'est pour ça que c'est la réponse que je vais faire. C'est qu'on est en train d'en débattre justement avec cette agence. Aujourd'hui, on a dit il faut remettre les choses à plat. Il faut qu'il y ait des scientifiques indépendants. Alors moi, j'ai dit des scientifiques indépendants, je connais pas. Je connais des scientifiques qui ont une position, qui ont une autre position, qui viennent de l'industrie et qui soient liés, par exemple, aux universités, autre chose. Mais qu'on le sache clairement, qu'il y ait des avis avec les deux. Aujourd'hui, ça, c'est fondamental. C'est pas du tout comme ça. En France, et vous nous dites le problème n'est pas d'être objectif, mais d'être honnête. C'est ça. Honnête. Et là, de ce côté-là, on est en train d'avancer. Mais le deuxième problème, et là, j'attends que le ministre nous donne un coup de main là-dessus. Parce que nous, au niveau du Parlement, on se bat dans ce sens-là. Il faut augmenter le budget de ces agences pour avoir une autonomie par rapport aux firmes. Parce que si demain, on n'augmente pas, eh bien, l'industrie va venir nous dire, mais nous, on est prêt à payer pour analyser. Et ça, c'est la pire des choses, parce qu'on retombera dans le même système que le médiateur. Bon. C'est pas la réalité. C'est pas nous qui analysons et qui contrôlons. Deuxièmement, aujourd'hui, non mais soyons factuels. Les databases, c'est-à-dire les données de base sont données par l'industrie, c'est marqué en toutes lettres à la ESA. Je vais juste répondre à ce que vous avez dit. Toujours. Factuellement, sur les agences que nous connaissons. Vous ne donnez rien, même de façon indirecte. Et absolument. Nous ne donnons absolument rien. C'est pas possible de dire ça. Mais aujourd'hui, alors je vais expliquer juste la mécanique. On va le laisser répondre. Juste, un petit peu. Au niveau de la mécanique du système, aussi bien au niveau de l'agence française, l'ANSES, qu'au niveau de l'agence européenne, il y a statutairement outre les comités de déontologie qui ont été créés, qui n'existaient pas avant, donc c'est peut-être un élément positif, mais il y a aujourd'hui une déclaration d'intérêt qui fait qu'un expert qui aujourd'hui fait une déclaration d'intérêt dans lequel il indique qu'il a un contrat avec une société industrielle, ne peut pas se prononcer sur un produit concernant cette société. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est impossible à un expert membre de ces organisations, de ces agences, d'intervenir sur un sujet, par exemple l'aspartame, contrairement à ce que vous avez dit dans un de vos blogs, sur la personne qui gérait ce problème au niveau de l'ANSES en France, n'était absolument pas salarié, contrairement à ce que vous avez dit, ni de Coca-Cola, ni de l'entreprise Ajinomoto. J'ai sa déclaration d'intérêt, excusez-moi, ils ont changé exactement comme toi, José. J'avais la déclaration d'intérêt, je l'ai gardée, et quand j'ai fait mon interview, j'ai dit à la directrice, il y a un problème, oui, et quand je suis repartie, 3 jours après, ils ont changé la déclaration. Salariée. Elle n'a jamais été salariée. Elle a été membre d'un jury d'Ajinomoto. Ouais, beaucoup plus que ça. Elle est membre du comité scientifique d'Ajinomoto. Est-ce qu'on ne joue pas sur les mots, Jean Buisson, très honnêtement, parce qu'il vient de vous expliquer que la présidente de l'agence, on s'est rendu compte qu'elle était en conflit d'intérêt, hop, et là, on aborde la question de l'aspartame. C'est le seul cas que nous cite José Bové depuis plusieurs mois. Ils m'ont changé. Il est emblématique. C'est quand même la présidente. Je suis d'accord. Il est emblématique. Mais je pourrais vous la citer.
le cas aussi pour les OGM. Attendez, non mais donc on a eu au moins un cas extrêmement problématique concernant une personne qui présidait une agence importante. Je vous le fais juste remarquer. Et puis un scientifique. Mais pardonnez-moi, ils ont changé la déclaration du conflit d'intérêt. Pourquoi ils l'ont changé? Et j'ai fait mon enquête. Elle travaillait pour le comité scientifique d'Ajinomoto. C'est pas comme vous dites. Non. Mais bien sûr que si. C'était marqué. La déclaration d'intérêt. Vous avez celle d'après. Parce que moi j'ai les deux dans mon film. Celle qu'ils ont changé entre les deux. Alors je rappelle que la société que vous venez de citer est productrice d'aspartame. Oui. On va parler un instant. Elle ne s'est jamais prononcée sur l'aspartame. Oui, c'est ce qu'elle dit. L'aspartame, on garde ça pour la bonne bouche, si vous voulez, un petit peu une petite note de sucre à la fin du repas. Voilà. La question que soulevait José Bové, qui est une question importante, c'est aussi, vous avez soulevé également, c'est celle du coût de tout cela. Moi, je suis tout à fait prêt à ce qu'on augmente les budgets de l'agence européenne. Vous savez, José Bové, que je me bats comme un lion matin, midi et soir pour sauver le budget de la politique agricole commune et pour faire en sorte qu'on ne retire pas un centime d'euro du budget de la PAC. Simplement, on a certains autres États qui ne sont pas d'accord, certains membres de la Commission qui ne sont pas d'accord. Notre dispositif de sécurité sanitaire alimentaire est probablement un des plus coûteux au monde. Tant mieux, parce que la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire n'a pas de prix. Mais quand vous regardez le dispositif américain, et c'est là qu'effectivement le consommateur est parfois un peu paradoxal, le dispositif de sécurité sanitaire américain est beaucoup moins coûteux. On fait quasiment aucun contrôle jusqu'à la réalisation du produit, par exemple le poulet. Une fois qu'il est abattu, on l'asperge de chlore, ça vaut sécurité sanitaire et on le vend au consommateur. Évidemment, le résultat, c'est que le nombre d'intoxications alimentaires, une fois encore, est plus important. Nous, on fait un contrôle de bout en bout de la chaîne. J'ai des services de sécurité vétérinaire, 5000 vétérinaires qui contrôlent de bout en bout dans la chaîne. On a des agences de sécurité, on a la DGCCRF, la Direction de la concurrence et des fraudes, qui contrôlent tout cela. C'est un coût qui est considérable. Est-ce que le consommateur, parce qu'il se retrouve sur le rayonnage de son supermarché, choisit en fonction uniquement du prix ou également de la qualité, de la sécurité sanitaire? Je crois que c'est aussi un point très important. Simplement, là vous venez de nous dire, et vous avez raison, si vous voulez une sécurité beaucoup plus importante, ça va vous coûter très cher avec vos impôts. C'est raisonnable. Je vous fais juste remarquer que, notamment dans le film d'Isabelle Saporta, les contrôles sanitaires auxquels on assiste parfois sont stupéfiants. C'est-à-dire qu'on a quand même des vétérinaires qui viennent regarder la viande et on leur dit comment vous jugez, de quoi de caisse? Oui, il y a un certain nombre dans le livre d'Isabelle Saporta que j'ai lu avec attention. Il y a des dérives qu'elle sanctionne, elle n'a pas tort de les soulever et je pense qu'on peut améliorer les choses. Je le redis sur le conflit d'intérêts, je suis tout à fait prêt dans le cadre de la loi à améliorer les choses. Il y a aussi quelques contre-vérités. Moi, j'accepte pas qu'on remette en cause les services vétérinaires de mon ministère qui font un travail absolument formidable et qui font des contrôles stricts. Quand elle dit aussi, par exemple, qu'on a diminué par 2 les crédits bio en France, c'est tout simplement une contre-vérité. C'est faux. Voilà, c'est... On va parler des pesticides et on va regarder, c'est ce qu'il y aura de plus simple pour comprendre les données des problèmes. Vous avez l'un et l'autre évoqué la santé de nos agriculteurs. Tout simplement un extrait de la bande-annonce du documentaire de Marie-Monique Robin qui sera diffusé, je vous le signale tout de suite, le 15 mars sur Arte. D'après l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, 1 à 3 millions de personnes sont victimes d'intoxication aiguë par les pesticides et plus de 200 000 en meurent. Si vous êtes là, c'est que nous sommes plusieurs à être victimes de ces produits. Je suis allé voir une neurologue qui m'a dit « Vous avez la maladie de Parkinson ». J'ai un IRM tous les 6 mois parce que des lésions sont apparues au niveau du cerveau. Tout peut être poison, c'est la dose qui fait la différence entre un poison et un remède. Sur les 100 000 produits chimiques commercialisés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, seuls 900 ont été évalués par le CIRC. C'est très difficile pour nous de faire une évaluation sérieuse des pesticides, parce que la majorité des études expérimentales qui les concernent ne sont pas publiques. Qu'en pensent les fabricants de pesticides? Il n'y a aucune preuve qui permette de faire une corrélation certaine entre apparition de certaines maladies et exposition donc aux produits phytopharmaceutiques. Donc ce sont les consommateurs qui prennent les risques et les entreprises qui reçoivent les bénéfices. Si vous voulez vraiment un risque zéro, vous avez raison. Il ne faut pas utiliser de pesticides. Les mauvaises langues affirment que c'est une stratégie de l'industrie d'inonder les experts de données difficiles à vérifier à moins d'y passer des mois. Vous devez donc nous faire confiance pour l'analyse et l'interprétation correcte des données. Alors, Marie-Monique Robin, la première question, c'est ces agriculteurs que l'on voit dans votre film, ils en sont où maintenant?
Alors, ils ont leur santé. Oui, oui. Alors, donc, je précise bien, ils ont obtenu le statut de maladie professionnelle. C'est pas rien. Et d'ailleurs, je salue le courage de la Mutualité sociale agricole parce qu'elle est sortie de cette position. On disait souvent que c'était la grande muette, n'est-ce pas et là, ils se battent, hein, mais bon, voilà. Donc, aujourd'hui, il y a l'association que vous avez vue là au départ. Aujourd'hui, maintenant, ils sont 100. Ils vont se réunir bientôt. Ils créent une association. Et l'idée, c'est de porter plainte, comme on fait les victimes de l'amiante, de s'organiser. Parce que, je disais, moi, je suis très... Alors, je suis comme journaliste, mais je suis aussi parce que je viens d'un milieu agricole et je vois les malades partout. Et je pense qu'on est au début d'une nouvelle affaire aussi importante que l'amiante. Je voulais préciser... Juste une chose, on est bien d'accord, l'un d'eux, Yannick, est mort d'une leucémie foudroyante, il y a quelques semaines. Oui, Yannick est mort le 15 janvier. Il avait une leucémie reconnue en maladie professionnelle. Je précise que le docteur Dupupé, qui à l'époque était le médecin chargé du risque chimique, parce que nous sommes dans la société du risque, hein, pour reprendre un terme d'un sociologue allemand, mais c'est ça, on est dans la société du risque. Il est mort et là, depuis, sa famille a rejoint l'association pour se battre et dénoncer, parce que le problème, Monsieur le Ministre, je veux bien croire que vous avez conscience, je le crois, enfin, de ce qui se passe. Mais c'est pas les intoxications dont vous nous parlez qui sont le problème. C'est les intoxications chroniques. C'est-à-dire des expositions répétées. C'est vrai pour les agriculteurs, mais c'est vrai aussi pour nous, les consommateurs. À des faibles doses, je reviens sur les faibles doses. Et il faut qu'on change de paradigme. C'est ça que montre mon film. Il y a plusieurs, il y a 17 représentants des agences de réglementation de mon film, c'est pas rien. Il y a 22 scientifiques. Le paradigme doit changer parce que les petites doses répétées, c'est ça qui fait le problème. Et quand vous dites que nous avons un état de sanitaire très bon en France, je vous rappelle quand même que quand vous allez au CIRC, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, qui est basé à Lyon, qui dépend de l'OMS, le pays qui a le taux le plus élevé de cancer au monde, je vous donne dans le mille, c'est lequel? S'il vous plaît? C'est la France? Mais bien sûr. Bon, alors Bruno Le Maire, pardonnez-moi, on va pas jouer, simplement on va être plus direct que ça. Si à haute dose l'exposition aux pesticides provoque des maladies mortelles, juste c'est comment être sûr qu'à petite dose, mais tous les jours, il n'y a aucun risque, et notamment pour ceux qui consomment. D'abord, je ne veux pas m'engager sur la question du cancer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas capable de savoir si les causes du cancer sont multifactorielles, unifactorielles, c'est pas ma compétence et j'ai pas l'habitude de m'engager sur des sujets scientifiques, médicaux que je connais pas. En revanche, le principe de précaution qui est inscrit dans la Constitution, même si on le critique, et à mon avis on peut le critiquer, on se demande pourquoi il ne s'appliquerait pas aux pesticides. Quelle est la bonne réponse à mon sens? À mon sens, c'est continuer à réduire l'utilisation de pesticides. Et le faire à l'échelle européenne. Je le dis pour José Bové, qui est membre du Parlement européen. Vous ne pouvez pas demander aux agriculteurs français de continuer à faire des efforts si tous les autres Européens ne le font pas en même temps. Parce que sinon, nous nous retrouvons dans une situation de concurrence totalement déséquilibrée, totalement faussée. Et le consommateur, in fine, sur le rayonnage des grands magasins, choisira le produit le moins cher. Parce que ça reste malgré tout le critère directeur pour beaucoup de Français qui n'ont pas d'autre choix. La deuxième chose qui me paraît intéressante, c'est de beaucoup mieux former les agriculteurs. C'est vrai que les agriculteurs n'ont pas été formés à la protection contre ce risque-là, et c'est pas acceptable. Moi, j'ai demandé que dans le plan Ecophyto 2018, ça n'était pas prévu à l'origine, il y ait tout un plan de formation des agriculteurs. Comment vous éviter de vous exposer aux risques? Comment est-ce que vous pouvez disperser les produits sans prendre trop de risques pour vous? Je pense qu'il faut accompagner ce mouvement-là. Dans l'attente d'avoir une vraie réduction des pesticides et de progrès plus importants, c'est déjà une solution. Troisièmement, je pense qu'il ne faut jamais considérer les choses comme figées. Si on considère que les doses, telles qu'elles ont été définies il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, méritent d'être revisitées, si on considère que la question des cocktails aujourd'hui est une question majeure, moi ça ne me pose pas de difficulté de demander aux agences de sécurité sanitaire de regarder ces questions, de voir si on peut améliorer, on peut toujours faire mieux. Alors, Jean-René Buisson, la priorité de l'industrie agroalimentaire, on ne va pas lui reprocher, c'est le profit. On a besoin c'est un secteur essentiel en France. Non, mais surtout la satisfaction du consommateur. L'industrie alimentaire, l'industrie alimentaire en France pèse extrêmement lourd en termes d'emploi, d'argent, de chiffre d'affaires dans ce pays. Très bien. Mais en même temps, pourquoi lui faire confiance sur la santé publique? Et donc, c'est normal qu'on fixe des normes et qu'on ait besoin d'experts indépendants. Mais nous ne sommes pas acteurs de santé publique, nous respectons les normes qu'on nous fixe. Donc si vous avez des solutions alternatives aux normes qui sont actuellement fixées, donnez-les aux agences en concernées pour qu'ils les appliquent, donnez-les au pouvoir public pour qu'ils les appliquent. Nous, on applique les normes qu'on nous demande d'appliquer. Ça, c'est le premier point. Donc, on considère qu'on est très en deçà, en plus, dans la majorité des cas, des normes qui sont fixées pour des problèmes de sécurité évidentes, et que, par ailleurs, il faut rappeler aujourd'hui qu'il n'y a pas de solution
solutions aujourd'hui totalement alternatives aux pesticides. Même sur le bio dont vous parlez, et dont vous considérez que c'est une alternative possible, il y a du sulfate de cuivre sur les produits bio, il y a un certain nombre d'autres produits qui sont mis sur les produits bio. Faites attention, vous savez, le purin d'ortie est vachement dangereux. Des molécules reprotoxiques, perturbatrices endocriniennes. Quand elle est un peu gênante. Alors, je voudrais juste finir ma phrase. Il y a du sulfate de cuivre. Vos jardins, aujourd'hui, dans vos potagers, vous utilisez un certain nombre de produits que vous achetez, des produits chimiques que vous achetez, parce que sinon vous avez des fruits qui ne sont même pas consommables. Donc, il faut faire attention. Vous retrouvez une partie Ils sont des parfaitement produits consommables, mais on peut en perdre pas mal. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Vous retrouvez une partie des produits chimiques que vous nous reprochez d'utiliser, vous les retrouvez aussi dans la nature. Donc, je veux dire, attention à ce qu'on dit sur les produits chimiques. Il y a des produits naturels, qui sont aussi dangereux que les produits chimiques. Bon, donc il faut être très prudent. Et d'autre part, comment on nourrit les gens? Je vous rappelle les chiffres, parce qu'on ne les a peut-être pas redits suffisamment. Si on fait des produits absolument sans pesticides aujourd'hui, 40% de production en moins, 50% de coût en plus. Aujourd'hui, pardonnez-moi, c'est la réalité. Deux constats. D'abord, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, moins c'est cher, plus c'est risqué? Moi, je pense à nos téléspectateurs qui demain iront faire leurs courses, alors dans des endroits très différents. Il y a le marché, il y a les commerçants de proximité, la vente directe se développe, il y a des choses qui sont faites, mais ça concerne très peu de gens, via la map, etc. Mais voilà, est-ce que vous vous dites quand même globalement dans ce pays, moins c'est cher, plus c'est risqué? Est-ce que c'est une des conclusions de votre reportage? Et ensuite, je pose la question. Alors moi, je n'aborde pas cette question précisément dans mon reportage. Je suis sur la réglementation, comment elle marche. Je vais jusqu'au bout, l'effet cocktail, les faibles doses, tout ce dont on ne tient pas compte aujourd'hui et qui fait que il y a une épidémie des maladies chroniques. Je ne parle pas des intoxications aiguës que vos services vont détecter, d'épidémies, et ça c'est évident. L'espérance de vie, je vous rappelle qu'aux États-Unis, elle a commencé à baisser et que des problèmes d'obésité. Non, mais l'obésité, je viens de vous expliquer, il y a des molécules chimiques perturbatrices endocriniennes qui sont obésogènes, c'est le mot qu'on a employé aux États-Unis. Elles induisent chez des animaux, et il y a plein de molécules, dont le bisphénol A, dont on parle beaucoup, qui est dans les biberons. Moi, depuis que je suis journaliste, chaque année, on prend 3 mois de vie en plus. Je sais. Absolument, c'est la réalité. C'est comme le Sénat, ça a toujours été à droite, peut-être que ça basculera à gauche, mais voilà. Attendez, il y a deux choses. Attendez, là, mais pour l'instant, on continue de prendre 3 mois chaque année. Je vais en terminer avec cet argument. Cet argument est faux. L'espérance de vie est en train de baisser aux États-Unis, et vous verrez dans mon film. Commence à baisser pour des problèmes d'obésité. Non, mais vous m'écoutez ce que je vous dis? Je dis que mais attendez, nous on arrive derrière, et je vous assure. Vous ne pouvez pas comparer l'alimentation française avec l'alimentation des Américains. C'est un non-sens. Ça n'a rien à voir. Excusez-moi. Je vous parle de faibles doses. Les faibles doses, si on a plus de cancer en France qu'aux États-Unis, il y a une raison. Nous avons beaucoup plus de produits chimiques, évidemment, J'ai été vice-président de la CNAM, je pourrais discuter longtemps sur les cancers, sur les aspects multifactoriels. Oui, mais arrêtez de nous parler des Attendez, laissez-moi terminer, j'ai pas terminé. Je vous laisse parler. On déclare simplement au niveau des cancers en France beaucoup plus de cancers que dans les autres pays, pour des tas de raisons justifiées par la politique sanitaire. Vous dites que c'est un phénomène déclaratif? Oui, mais bravo. Bon. Pour les familles qui ont des malades, je trouve ça très bien pour quelqu'un qui est bon. Je termine. Les vieux dont vous me parlez aujourd'hui, excusez-moi l'expression, parce que je me suis posé la question évidemment, ils sont nés avant la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas été exposés à toutes ces molécules dont on sait qu'elles ont un effet à faible dose depuis le fœtus jusqu'à les 20 premières années. Et ça, tous les scientifiques qui travaillent sérieusement sur ces questions, qui ne sont pas payés pour l'industrie, pour faire, comme on explique dans mon documentaire, des études qui vont polluer la littérature scientifique parce qu'elles vont semer le doute, parce que ça fait partie du business, eh bien, elles vous le disent. Donc vous nous dites, si vous êtes né après le gouvernement provisoire du général de Gaulle, il y a des chances pour que ça ne soit pas du même ordre. Non mais moi ça me paraît énorme, mais pourquoi pas? On va devoir le juger. Ce sont des maladies chroniques qui ont un temps de latence qui est 30 ou 40 ans pour la plupart de ces maladies. Et là, si vous prenez le taux d'incidence par tranche d'âge, y compris chez les personnes âgées, eh bien, il a considérablement augmenté. Je parle des personnes âgées. Alors, José Bové, aujourd'hui, les paysans ont à peine de quoi vivre, et vous ne manquez pas de le rappeler de temps à autre. Si demain, on leur interdit les pesticides, comment vont-ils s'en sortir? Écoutez, je ne crois pas que le revenu... Si le problème du revenu des paysans, c'était l'utilisation ou pas des pesticides, on peut assez facilement trouver la solution parce qu'on peut arriver à produire sans pesticides. C'est la FAO qui le dit aussi, l'organisme des Nations Unies. On peut nourrir le monde aujourd'hui en changeant de modèle de production agricole. Mais aujourd'hui, le vrai problème pour les paysans, c'est pas celui-là. Je crois que là-dessus, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui se passe au niveau des céréales. On a un problème majeur pour les éleveurs aujourd'hui qui ne peuvent plus nourrir leurs troupeaux parce que le prix des céréales a triplé.
Et là, on est dans une situation catastrophique. On est passé de 100 € à 300 € la tonne. C'est une situation calamiteuse. Aujourd'hui, on a des agriculteurs, des producteurs de porc ou de volaille qui ne se font plus livrer l'aliment par l'entreprise qui leur livre d'habitude. Les préfets sont obligés de réquisitionner les entreprises. Ça s'est passé dans le Finistère pour que les troupeaux ne meurent pas. Alors aujourd'hui, on a une situation dramatique. Et là, c'est vrai que j'ai envie de me retourner aussi par rapport à ça, parce qu'il y a 3 niveaux de problème. Oui. Le premier, c'est le problème des prix qui flambent au niveau international. La question de la spéculation. Il faut des règles claires sur la spéculation. Les États-Unis viennent de prendre des mesures au mois de janvier pour essayer de bloquer au niveau de la bourse de Chicago. Il faut qu'on soit capable de faire pareil. Il faut que l'Europe se mette à bouger là-dessus. Et là, ça m'énerve de voir qu'en Europe, rien ne bouge parce qu'on attend le voisin. Attendez-moi, vous êtes formel, si je supprime les pesticides, je ne baisse pas le niveau de vie de nos agriculteurs? C'est pas le problème, ça, on ne jouera à rien. Il n'y a pas que ceux de la Confédération paysanne qui ont le droit de vivre, ceux de la FNSEA aussi. Ne vous en faites pas. Je crois que non, je veux finir sur cette affaire parce que je crois que là-dessus, il y a beaucoup d'agriculteurs, je pense, qui nous regardent ce soir. Et la question de leur survie aujourd'hui, c'est une question fondamentale. Demain, si la crise des matières premières continue, ils ne s'en sortiront pas. Donc il y a la question de la spéculation. Après, il y a la question de stock. Il faut qu'ils aient des stocks aujourd'hui de céréales. Moi, je demande à Monsieur le maire. Comment on conserve des stocks sans produits chimiques? Pardonnez-moi. Mais ça pose pas de problème. Le problème des produits chimiques n'amène pas les stocks. Aujourd'hui, il faut être capable, au niveau des pouvoirs publics, de donner aux marchands d'aliments de quoi transformer des produits sans que ça fasse flamber les prix. Et le 3e niveau, et là je me tourne vers l'agroalimentaire, mais en même temps vers les pouvoirs publics, il faut qu'on indexe le prix des produits animaux sur le prix des matières premières. Si on ne fait pas cela, eh bien, effectivement, on va à la catastrophe, parce qu'on va avoir des yo-yo. Et là, je crois que c'est fondamental. Alors, je reviens quand même sur les produits phytosanitaires ou les pesticides. Les pesticides, aujourd'hui, sont souvent une facilité dans les grandes exploitations, parce qu'on a arrêté de faire de l'agronomie. Et je crois que là, je crois que les écoles d'agriculture, les lycées agricoles peuvent avoir un travail énorme à faire pour apprendre l'agronomie. Si vous allez aujourd'hui à l'Institut national de recherche agronomique, vous avez très peu de gens qui travaillent par exemple sur le sol. Il y en a quasiment plus, ils se comptent sur les doigts d'une main. Il y en a. Non, pas sur le sol, sur la vie du sol. Ça, c'est un véritable problème. Vous demanderez à Monsieur le ministre. Sur la vie cellulaire du sol. Sur la vie du sol, les micro-organismes, comment tout ça. Il n'y a plus de chair qui travaille sur cette question-là. Ça, c'est un vrai problème. Dans les lycées agricoles, il faut vraiment réintroduire l'agronomie comme un métier. Et donc, là, le rôle des écoles d'agriculture est fondamental et des fermes sur les exploitations pour apprendre à produire sans pesticides. Et je termine. Donc, parce que vous êtes formel, vous dites on peut apprendre à produire sans pesticides avec des rendements. Avec les rendements qui permettent à des paysans de tenir égal aux autres modes de production sans aucun problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a des techniques. Parce que l'agriculture biologique, parce qu'on parle de celle-là sans la nommer, c'est pas l'agriculture de grand-papa ou de grand-maman. D'accord. Ça nécessite d'être pointu, d'être technique et de faire évoluer. C'est de faire des mélanges, par exemple. C'est de travailler avec des semences qui correspondent à un sol. Aujourd'hui, les semences qui sont apportées par les firmes sont des semences qui peuvent se mettre n'importe où. Vous venez de nous dire, faut étudier le sol uniquement à partir de produits chimiques. J'ai compris. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de nous dire? Et est-ce que ce serait imaginable, dans un pays comme la France, qu'on exploite en tout bio? Pas du jour au lendemain. Pas aujourd'hui, certainement pas. Mais je vais peut-être vous surprendre. Moi, je suis en total accord avec ce que vient de dire José Bové. La seule chose que je lui demande, c'est de m'apporter son soutien au Parlement européen, parce que la bataille va être difficile. Sur la spéculation, sur la matière première, oui, c'est un véritable scandale. Vous avez des gens dans le monde qui spéculent sur la faim d'un certain nombre de pays en développement. Vous avez des gens qui prennent des positions sur le blé ou sur le maïs, en achetant pour des centaines de millions de dollars de blé ou de maïs, alors qu'ils n'en ont absolument pas besoin, dont ils créent une pénurie artificielle. Ils achètent ça lundi et ils revendent ça le vendredi à cause de la pénurie artificielle avec 20 ou 30% de bénéfices en plus. Il paraît que c'est épiphénoménal à côté. Pardonnez-moi, mais je vous demande votre avis, Monsieur le Ministre. Il paraît que c'est épiphénoménal par rapport aux problèmes climatiques et au fait tout simplement qu'on a surtout des Indiens et des Chinois qui aujourd'hui mangent, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et les agrocarburants qui jouent énormément aussi. Je suis d'accord que la question à l'origine, c'est effectivement les problèmes climatiques, les phénomènes de sécheresse ou les phénomènes d'inondation que l'on connaît. C'est aussi la raréfaction des terres agricoles, qui est un vrai sujet dans le monde. Mais tout ça est aggravé par une spéculation qui est moralement inacceptable.
inacceptable. Donc nous sommes prêts à l'encadrer, c'est tout l'objectif du G20, et José Bové sait que la partie est extraordinairement difficile, parce que les intérêts sont très lourds. Deuxième remarque sur la question des stocks, moi ça ne me pose là aussi pas de difficulté. Sur la question de l'indexation, j'y suis tout à fait favorable, et je me bats actuellement avec la grande distribution pour leur dire, les éleveurs français, qui sont en train de crever de faim, et je pèse mes termes, parce qu'ils se prennent plein pot l'augmentation du prix des céréales et de l'alimentation animale. Il serait quand même juste que les distributeurs acceptent de répercuter le prix sur le prix de viande qu'ils donnent aux consommateurs. Ça me paraîtrait de la justice. Dernier point sur l'agronomie et les sols. Je suis entièrement d'accord. Il y a un problème d'épuisement des sols, de renouvellement des sols. Remettre au goût du jour l'agronomie, ça me paraîtrait quelque chose de très important. Il y a une dernière question que je voulais soulever. Il nous a dit le bio, c'est pas l'agriculture de papa, faut peut-être plus d'intelligence et de connaissances pour savoir comment on exploite un sol avec moins de produits. Et il y a des chercheurs qui connaissent, dans la viticulture, Claude Bourguignon, il fait ça depuis des années. La connaissance des sols est un point clé du développement de l'agriculture de demain. Et la remise au goût du jour de l'agronomie est un des points clés de l'agriculture durable que nous souhaitons tous. Simplement, je termine sur un dernier point pour les téléspectateurs et les consommateurs. Vous posiez la question tout à l'heure. Oui, l'alimentation de qualité, ça a un coût. Et c'est vrai qu'un jambon qui est produit à partir d'un porc espagnol qui a droit à 10 hectares sous des chênes en pleine Andalousie, il va vous coûter environ 50 à 100 fois plus cher que le porc qui va être produit en batterie ailleurs. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on y voit là une question sociale et qu'on donne le plus possible accès à tous les Français, notamment aux enfants, à une alimentation de qualité. Quand on dit qu'il faut viser 20% de bio dans les cantines, c'est permettre à tous les Français, quelle que soit leur origine, quel que soit leur niveau social, d'avoir accès à une alimentation de qualité. Et quand je dis qu'il faut réviser les règles nutritionnelles dans la restauration scolaire pour faire en sorte qu'elles soient plus strictes, pour que tous les enfants aient accès à une alimentation de qualité, c'est aussi la même chose, une question de justice sociale. J'ai deux questions d'actualité à vous poser avant de nous séparer. Aujourd'hui même, Bruno Le Maire, Xavier Belin, le président de la FNSEA, souhaite indexer le prix des produits alimentaires sur ceux des matières premières. Donc on réaborde les questions qu'on venait de soulever. C'est la proposition de José Bové. C'est-à-dire, en gros, le prix de la baguette varie en fonction du prix du blé. C'est un mauvais exemple parce que finalement, le blé peut... Non, c'est une proposition qu'on fait au niveau européen et qu'on essaye de faire avancer. Vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. Au niveau du commissaire. Avec une précision. Il faut que ça se fasse dans les deux sens. Parce qu'il faut penser aux agriculteurs, penser aussi aux consommateurs. Quand les prix augmentent, ça se répercute sur le prix de vente. Quand les prix baissent, ça se répercute aussi sur le prix de vente pour le pouvoir d'achat du consommateur. Et c'est pareil pour les subventions. Donc vous êtes prêt à assumer des prix qui ponctuellement augmentent? Oui, je suis prêt à assumer des prix qui ponctuellement augmentent. Et vous dites aux Français qui nous regardent ce soir... Et je dis aux Français qui nous regardent ce soir, pensez que vous avez des éleveurs qui produisent de la viande pour un coût qui a fortement augmenté. Eh bien, il faut bien que ça se retrouve dans le prix. C'est une question de justice. À l'inverse, l'engagement qu'on doit prendre... Le président du pouvoir d'achat, vous êtes chargé de faire réélire. J'ai dit au début d'émission que vous deviez travailler sur le programme de l'UMP. J'essaye simplement d'être le plus honnête possible. Ce que je souhaite, c'est lorsque la matière première augmente, eh bien, le prix final augmente. Mais lorsque la matière première baisse, il faut que le prix baisse aussi pour le consommateur, et souvent, c'est pas le cas. Et troisième chose, il y a des produits sur lesquels il n'y a pas de raison que ça augmente. Il ne faut pas que ce soit un prétexte pour faire augmenter tous les produits alimentaires. Deuxième chose, Brigitte Bardot a saisi la Cour de justice de la République contre vous. Elle vous reproche de ne pas sanctionner des pratiques illégales liées à l'abattage rituel des animaux. Que lui répondez-vous? Vous savez que ces combats sont extrêmement populaires. J'ai vu sa saisine. Oui. Moi, je veux juste dire deux choses sur ce sujet qui est très sensible et qui me tient très à cœur. La première chose, il n'y a aucune pratique illégale. C'est autorisé par dérogation par l'Union européenne et nous respectons en France strictement la législation européenne. Il y a des animaux qui sont abattus. Il y a des animaux qui sont abattus sans étourdissement préalable en France et c'est légal. Est-ce que pour autant ça peut choquer un certain nombre de consommateurs? La réponse est oui. Et ce que je souhaite, c'est que nous avancions vers plus de transparence sur les aliments qui sont consommés par les consommateurs, par n'importe quel citoyen, pour qu'ils sachent un peu plus précisément dans quelles conditions les animaux ont été abattus. Je crois que c'est une des voies de travail, pour répondre à Brigitte Bardot, sur lesquelles on doit avancer. Il y a une sensibilité de tout le monde sur ce sujet que je partage tout à fait. Merci à tous de votre présence. Je rappelle que le Salon de l'Agriculture est ouvert à Paris jusqu'au 27 février, comme chaque année. C'est une merveille et c'est surtout la grande déclaration d'amour du public à nos agriculteurs. Et rapidement, je vais vous présenter les livres et films ou documentaires de l'émission. Pour ce débat, le documentaire de Marie-Monique Robin, Notre poison quotidien, est diffusé sur Arte le 15 mars. Le livre paraît le 24. Sachez aussi que le DVD du documentaire d'Isabelle Saporta, dont a été extrait la scène sur l'alimentation des saumons tout à l'heure, sera distribué en kiosque le 3 mars avec le Nouvel Observateur. Au rayon lecture, José Bové,
ces entretiens avec Jean Quatremer, du Larzac à Bruxelles, c'est paru aux éditions du Cherche Midi. Bruno Le Maire, Sans mémoire, le présent se vide, aux éditions Gallimard. Concernant notre première partie de débat, Le dernier mort de Mitterrand, le livre de Raphaël Baquet, paru aux éditions, une coédition Grasset-Albin Michel. Et le duel DSK Sarkozy, biographie comparative, paru aux éditions Max Milo, de notre camarade Alexandre Cara, de la rédaction de France 2, et de Philippe Martina. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Un dernier merci avant de nous séparer à Gilles Bornstein qui a préparé nos deux débats et à Tristan Carnet qui vient de les réaliser. Vous retrouvez le lundi 28 février Benoît Duquesne et l'équipe de Complément d'enquête pour une émission intitulée Les nouveaux redresseurs de tort. Nos pensées, bien entendu, à nos amis Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, retenus en Afghanistan depuis 419 jours. Et on se retrouve, nous, le 7 mars pour Mots croisés. Bonne fin de soirée avec le dernier journal.